Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour, je ne sais pas si c'est une review, mais en tout cas c'est une vidéo spéciale, une vidéo sur l'hommage rendu à Rafael Nadal. Évidemment pendant cette semaine, Roland Garros a commencé aujourd'hui et donc vous retrouverez comme tous les ans des vidéos de temps en temps sur mon avis sur Roland Garros, les quelques matchs que j'ai particulièrement aimés, sur lesquels je souhaite revenir, etc., etc. Je vous proposerai ça évidemment dans la semaine et dans la semaine suivante. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo spéciale, je voulais faire une vidéo spécifique sur l'hommage rendu à Rafael Nadal à Roland Garros. C'était communiqué depuis déjà longue date sur les réseaux sociaux, c'était connu, on attendait juste de savoir l'heure puisqu'il y avait les matchs du cours central qui devaient se dérouler. Et donc on attendait un petit peu de savoir si Musetti allait nous faire un 5-7, un 4-7. Au final, ce fut assez rapide et donc l'hommage a pu avoir lieu vers les 18h. Un hommage qui était très attendu pour ma part puisque, il faut le savoir, Rafael Nadal a eu malheureusement, entre guillemets, des hommages qui ont plutôt été ratés précédemment. Il avait eu un hommage en Espagne pour son dernier tournoi en Espagne et l'hommage n'avait pas été particulièrement grandiose, il faut le dire, c'était même très plat, très... Et puis là, il n'y avait pas du tout l'aspect grandiose comme on a eu aujourd'hui, on en reparle dans quelques instants, j'ai spoilé un petit peu mon avis, mais c'était assez fade, assez peu émouvant, une petite vidéo mais qui n'était pas particulièrement iconique, et puis il y avait eu des problèmes, le drapeau s'était pas déplié, etc. Enfin, je suis un immense fan de Rafael Nadal, donc je regarde tous ses matchs, et à ce moment-là, c'est vrai que moi, je me suis dit, ah tiens, bon, c'est pas... déjà, on pourra faire que mieux. Et puis après, à Roland Garros, ils avaient essayé de lui dire, eh, tiens, est-ce qu'on fait l'hommage? Il avait dit non. Finalement, il a continué, il est allé aux Jeux Olympiques derrière, il a continué, il est allé à la Coupe Davis, et à la Coupe Davis, on pouvait s'attendre, puisqu'il nous avait annoncé que c'était son dernier tournoi, qu'il aurait un hommage à la hauteur de sa gloire. Sauf que, en fait, il y avait un peu cette idée de s'imaginer que Rafael Nadal irait potentiellement, je dis bien au bout, avec Carlos Alcaraz et qu'il remporterait la Coupe Davis, sauf que finalement, ils la remportent pas, ils se font sortir tout de suite, et donc l'hommage peut-être tourne mal. Je sais pas s'ils auraient eu un meilleur hommage s'il était allé au bout, parce que peut-être que les choses étaient calées pour que peut-être d'autres joueurs qu'on peut imaginer arrivent pour la finale, etc., etc., et qu'on puisse lui rendre hommage à ce moment-là. Mais là, ils ont été presque pris de court, un peu, la fin est arrivée trop vite, trop tôt, et donc l'hommage a été fait, mais c'était un petit peu pas à la hauteur, en tout cas, de la légende qu'est Rafael Nadal. Et on se souvient évidemment des adieux de Roger Federer à la Laver Cup. Alors, avec tout le respect qu'on a pour la Laver Cup, qui est une compétition créée par Roger Federer, ce moment était assez... la Laver Cup, j'ai pas un amour particulier pour cette compétition, mais il faut le dire, ce moment-là, le moment qui est souvent les vidéos, on les voit très régulièrement, on voit Rafael Nadal et Roger Federer en train de pleurer sur le banc là. Il y a Novak évidemment qui est derrière, mais il a cette distance parce qu'on sent que c'est un moment dans lequel il y a vraiment les deux qui sont en train de partager quelque chose qui est assez unique, indescriptible, etc. et qui est sublime. Et franchement, moi, ça m'avait tiré les larmes comme pas permis, c'était absolument exceptionnel. Mais là, pour Rafa, on n'avait pas ce moment et on avait du mal à l'imaginer. On se disait, tiens, c'est dommage, il s'en va. Alors il y a des gens qui parlent parfois de fin un peu ratée. Moi, j'irai pas jusqu'à là parce que je trouve que ça a été très beau de le voir chuter entre guillemets. Et je pense que tous les sportifs d'ailleurs ont besoin de chuter à la fin pour qu'on les aime encore plus. Il y a un peu ce voilà, et Rafa a souvent chuté, souvent par les blessures, souvent. Mais là, c'était vraiment le côté de, on le voyait en train de nous abandonner et de partir devant nos yeux. Et c'était très très beau à voir. Je trouve en tout cas que c'était très beau à voir. Et donc arrive ce Roland Garros, et donc avec une promesse de pouvoir potentiellement lui faire un hommage à la hauteur de sa carrière et de sa légende, et ce qu'il a apporté évidemment à la France et à Roland Garros et à ce tournoi, dans lequel il est le plus grand sportif évidemment de Roland Garros, évidemment. Et de très loin, et ce record-là, je pense qu'on peut s'asseoir vraiment longtemps avant d'imaginer quelqu'un le gagner. Juste pour donner un ordre de grandeur comme ça, c'est 14 années de Roland Garros remportées. Pour se donner, si on se dit qu'il y a un Roland Garros par an, ça fait 14 ans. 14 ans, il y a des gens qui font pas une carrière de 14 ans. Il y a des gens, là par exemple, si je prenais, alors qui font pas une carrière, on va dire une carrière professionnelle, hein, on va dire, mettons on commence une carrière professionnelle à 17 ans, mettons, on est très jeune déjà, si on commence à 17-18 ans c'est beau, hein, mais mettons qu'on commence vers ces âges-là, ça voudrait dire qu'il faut gagner Roland Garros tous les ans, sans jamais s'arrêter, tu vois, et il faut en gagner jusqu'à que tu aies 32 ans. Là, on vient d'apprendre que Caroline Garcia, je crois qu'elle a 31 ans, elle s'arrête. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. C'est qu'il n'y a pas tout le monde qui, potentiellement, va jusqu'à cette date-là. Et là, il faudrait gagner Roland Garros tous les ans sans jamais avoir une défaite ou quoi que ce soit.
c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Et ce qui est d'ailleurs terrifiant, parce que je le dis quand même, mais pour ceux qui savent, Novak Djokovic a gagné 10 Open d'Australie. Donc ça veut dire qu'il y a des dingueries qu'a fait Rafael Nadal, mais il y a aussi des dingueries chez les deux autres géants que sont Roger Federer et Novak Djokovic, qui ont fait des choses absolument incroyables. Et donc j'attendais cet hommage avec énormément d'impatience, comme tout le monde je pense, comme beaucoup, avec l'émotion parce que je l'ai déjà dit je crois ici sur cette chaîne, j'en ai même déjà parlé quand j'avais fait la vidéo absolument exceptionnelle que j'avais fait il y a quelques années où on avait eu le tremblement de terre avec Rafael Nadal battu par Novak Djokovic dans un match absolument exceptionnel en night session et tout, enfin c'était absolument incroyable, un des matchs qui m'a le plus marqué dans ma vie quoi, vraiment j'étais heureux d'être là quoi, c'était absolument exceptionnel. Et arrive ce match, enfin ce moment, pardon, ce tournoi, ce Roland Garros, où on veut lui rendre hommage. Et c'était difficile de se dire, est-ce que ça peut être peut-être décevant, et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires si vous l'avez regardé aujourd'hui. Moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux. J'ai trouvé que c'était exceptionnel, je trouvais que ça a été très très bien fait, pas grandiloquent, à la hauteur du sportif et de l'homme qu'il est. Alors je l'ai pas dit, je l'ai pas répété ici, mais tout le monde sait évidemment que Rafael Nadal, enfin si vous êtes déjà tombé sur la chaîne, potentiellement, peut-être que vous savez, ou si vous tombez sur cette chaîne par la première fois, que c'est mon sportif préféré, tout sport confondu. C'est-à-dire c'est pas au-delà, c'est pas dans le tennis uniquement, c'est mon sportif préféré, tout sport confondu. En fait, pour moi, il représente quelque chose de très fort. Il représente le fait que tu donnes toujours tout pour tout gagner. Que tu es celui qui va représenter la détermination la plus absolue. Dans même ce qu'on voyait de ses tocs, etc., on voit quelqu'un qui est d'un contrôle absolument exceptionnel, qui est capable de se dépasser. Et franchement, c'est un homme qui a accompli des choses exceptionnelles et qui en a gardé pourtant une modestie et une façon, tout le monde, et d'ailleurs ça a été rappelé là sur le plateau de France Télévisions, etc., mais ça a été rappelé à quel point Rafa, quand il va dans un tournoi du Grand Chelem, quand il va dans un tournoi dans lequel il passe son temps à parler avec tout le monde, à bien serrer des mains, etc., d'une éducation qui lui a été héritée évidemment, de cette éducation très dure, mais qui en a fait un homme exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Tu sais, tu trouves pas de gens qui te disent du mal de Rafael Nadal. Alors, des fois on dit bah faut laisser le temps aussi, peut-être que voilà, mais là on voit dans la façon dont les gens sont, dont les gens parlent de lui, c'est assez unique d'ailleurs. On voit même pas ça avec d'autres sportifs, dans d'autres sports, c'est assez rare d'avoir vraiment quelqu'un comme ça qui a fait une unanimité complète de gens de tout niveau, de tout tournoi, de tout machin, qui te disent tous le Rafa, c'était un homme exceptionnel. Et donc, ce qui fait que pour moi, l'avoir comme sportif, comme emblème, comme un peu modèle d'une certaine manière, j'en ai toujours été très fier. J'ai toujours dit que c'était un homme que je respectais énormément. Il y en a d'autres, évidemment, hein, que je respecte énormément, mais celui-ci, tout particulièrement, je trouve est exceptionnel. Et cet homme s'est présenté donc là sur le cours Philippe Chatrier, pardon, et il y avait donc cette charge au tournoi de pouvoir lui rendre hommage de la bonne manière. Et je trouve qu'ils l'ont fait avec la simplicité qu'il caractérise, c'est-à-dire avec quelque chose de simple, mais quelque chose qui était très humain. On a vu beaucoup d'humanité dans ce qui est ressorti. À la fois dans le fait qu'ils ont fait venir des ramasseurs de balles, etc. et la façon, et même les gens qui travaillent dans le tournoi, etc. la façon dont il les a pris dans ses bras dans la deuxième partie. Évidemment l'arrivée du Big Three, Big Four, hein, donc les trois autres qui formaient donc le Big Four, avec Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray. Alors c'est très drôle parce qu'ils ont joué un peu le côté de on fait une petite capsule vidéo, mais on est vraiment là, même si bon ça avait été spoilé par France Télé avant, mais on s'en fout, de toute façon on s'en doutait bien. Ils arrivent et le moment, je l'ai trouvé très beau, très sincère, très pareil, très humain. Loin des caricatures qu'on pourrait avoir des gens qui s'aiment pas ou je sais pas quoi, c'est plutôt juste, c'était des rivaux, des adversaires de sport. Mais là, en fin de carrière, je pense qu'il y a aussi ce regard aussi dans le rétro, au-delà de l'adversité, au-delà des rivalités, au-delà de ça, mais c'est inhérent au sport de haut niveau, de se dire on a accompli quelque chose d'unique à 4 là, mais on a accompli quelque chose que peut-être on ne reverra jamais dans le sport. Alors en ce moment, c'est sûr, là, si vous regardez le tennis en ce moment, il y a Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, c'est un petit peu la nouvelle rivalité du moment. Et d'ailleurs, c'est souvent dans le tennis, d'ailleurs, ça a souvent été des rivalités à 2. Ça n'a jamais été rarement des rivalités à 3 ou même à 4. C'est souvent, voilà, 2 qui vont se faire face. Et là, on a eu la chance pendant une période de notre histoire de pouvoir assister à des démonstrations
des matchs exceptionnels entre ces 4 titans, quoi, qui nous ont offert des moments absolument épiques, absolument exceptionnels, qui se sont rencontrés je ne sais combien de fois en finale, je ne sais combien de fois en demi-finale, je ne sais combien de fois en quart de finale, et tout ce que tu veux. Vraiment, il y avait des tableaux, je me souviens, qui circulaient pendant longtemps, où tu voyais le nombre de finales dans lequel il y avait au moins un mec du Grand Chelem, un mec du Big Free, pardon. Et tu regardais ça et tu faisais, mais what? Et tu regardais en fait que pendant des années et des années, les moments où t'as pas eu un mec du Big Free, et se comptaient sur les doigts d'une main quasiment, enfin, c'est une domination comme on en a rarement vu, jamais vu, dans l'histoire de même tout sport à mon avis. Et là on arrive donc dans ce moment d'hommage, et je l'ai trouvé parfait. Les vidéos étaient extrêmement touchantes, avec les musiques extrêmement bien choisies. L'arrivée sur le court, le discours de Rafa, extrêmement bien fait. Je l'ai trouvé très humain, très beau. Il a essayé de le faire en français, en anglais, en espagnol, etc. Je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très juste, très émouvant quand il a parlé évidemment de sa femme, de ses proches, de son fils, évidemment de ses adversaires, de ses rivaux, mais également du tournoi, évidemment de la France aussi, quand il a parlé de la flamme des Jeux Olympiques. On sent que ça l'a marqué, ça, parce qu'il en a déjà parlé souvent. Que voilà, ça a été un moment dans sa vie. Et d'ailleurs sur France Télé, là, ils ont posé une question un peu, ils disaient, mais on a l'impression qu'on a rendu hommage à un Français. Alors, il n'est pas français, Rafa, évidemment, mais dans le sens où il a réussi à se faire adopter d'une certaine manière par les Français. Et ça, ce qui est très beau, c'est que c'était pas le cas il y a 15 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous pouvez retrouver des vieilles vidéos des Guignols où on voit, alors c'est des Guignols, ils sont là pour tabasser des gens, donc c'est normal, mais on voit un peu ce côté de Rafa était pas très apprécié, que Rafa était pas aimé, qu'il était loin derrière justement Federer, et que il n'avait pas tissé forcément un amour du public. Et puis il a fallu, je pense que c'était hyper important, qu'il tombe, qu'il chute, qu'il soit battu par Djokovic, qu'il soit battu par les blessures, qu'il soit battu par le voir parfois pleurer, le voir machin. Je pense que ça on en avait besoin, les gens en avaient besoin, pour se rendre compte que, quand même quoi, qu'est-ce que c'était Rafael Nadal, même si je pense que tout le monde se disait bien, et il y avait Chamoulot qui était sur le plateau là, qui disait pendant longtemps on me disait ouais il y a encore Rafa, il va encore gagner, mais et je trouve que Chamoulot a répondu parfaitement. Il lui a dit mais tu te rends compte que tu es peut-être en train, au lieu de te plaindre, dis-toi que tu es en train de peut-être assister à un des plus grands exploits sportifs de tous les temps, puisque tu es en train de vivre quelque chose, le fait que Rafael Nadal soit encore une nouvelle fois gagnant à ce Roland-Garros. Donc ne sois pas déçu, profite. Et je pense que ça, pendant plusieurs années, on n'en a pas profité suffisamment, et que quand il a commencé justement à que ce soit plus dur, à chuter, à avoir du mal, quand il perd contre Novak Djokovic dans cette night session, etc., et qu'il revient l'année d'après pour gagner justement, etc., enfin, je trouve que ce que nous laisse Rafael Nadal derrière lui, c'est des émotions, et il a réussi, au fur et à mesure, et c'est parti de loin, à gagner le cœur des Français, à devenir, à rentrer, on va dire, dans notre cercle à nous tous, là, et c'était vraiment très très beau. Et justement, cet hommage, je trouve que y avait cette question qui était posée, c'est est-ce qu'il y a une statue de Rafael Nadal à l'entrée de Roland-Garros, est-ce qu'on renomme le cours Philippe Chatrier? Qui était une vraie question, parce que Philippe Chatrier, ça représente quelque chose en France, et Rafael Nadal représente quelque chose également, mais dans un tournoi français, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de mettre un homme espagnol? Non, enfin c'était peut-être compliqué. Et ça, je sais, ça parlait pas mal, hein, et on se posait la question de est-ce que... Et finalement, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne mesure, et ils n'ont pas renommé le cours, mais ils ont mis une plaque par terre avec la marque de son pied et puis écrit Rafa Nadal. Et c'est peut-être pareil, c'est peut-être le meilleur compromis qui pouvait être trouvé pour à la fois respecter l'histoire de ce tournoi, l'histoire de ce cours, etc. et le garder tel qu'il a été pour Rafael Nadal, et en même temps marquer d'une manière définitive l'empreinte, vous voyez, c'est pour ça que le jeu de mots je trouve très beau, l'empreinte de cet homme directement dans le tournoi, sur ce cours, etc. Je trouve qu'ils ont eu une excellente idée, je trouve que c'est une très bonne manière, et je pense que ça peut satisfaire tout le monde, ça peut satisfaire ceux qui comme moi peut-être n'auraient pas trouvé ça insolent que le tournoi soit, enfin le cours soit renommé, mais je pense que certains n'auraient pas aimé, et je pense que c'est une excellente façon qu'ils ont eu de trouver une solution qui je trouve est très bonne. Donc comme je le disais, le Big Three est arrivé, enfin le Big Four, hein, je le dis, les trois sont arrivés pour former le Big Four, pardon.
Donc c'était très beau. Et puis les musiques, les différentes vidéos qui se sont enchaînées, vraiment un hommage à la fois humble. Vous voyez, ils n'ont pas envoyé des feux d'artifice dans tous les sens, ils ont pas machin. Non, c'était je trouve un hommage à la hauteur et à l'image de ce qu'est et de ce qu'a été Rafael Nadal. J'ai pris vraiment un immense plaisir à regarder ça. Et j'espère pour vous aussi que vous avez vraiment pas raté ça, hein. J'espère que vous étiez devant votre écran pour regarder cet hommage. Moi clairement, hein, j'étais pas disponible, hein. J'étais là, focus, j'avais d'autres trucs à faire aujourd'hui, mais ça c'était numéro 1 de ma liste de choses à faire. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un, comme je l'ai dit, que j'admire énormément, que j'admire beaucoup, et qui je pense laissera en tout cas une trace, que ce soit en France, mais même dans le monde du sport, quelque chose d'assez unique. Et ça, c'était très beau. J'ai trouvé aussi que l'arène, ça j'en ai pas parlé, avec les couleurs qui avaient été choisies, etc. C'était vraiment sublimissime, les images que ça nous a offert. Franchement, j'ai hâte de voir peut-être, je sais pas si France Télé osera proposer ça, mais un montage un peu épique avec des belles images, des beaux plans aériens, etc. de cette cérémonie. Je pense que ça peut être très très beau. Peut-être pour le 20h, ils le proposeront. Au moment où je tourne cette vidéo, le 20h n'a pas encore eu lieu. Mais voilà, peut-être que ça va avoir lieu. En tout cas, franchement, ça, si jamais je le trouve quelque part, je le regarderai parce que vraiment, c'était un moment assez magique. Bref, je suis très heureux de ce qu'a fait le tournoi. Je trouve que c'était très bien fait. C'était enfin à la hauteur en fait de ce que méritait Rafael Nadal pour sa carrière. Il n'en reste plus qu'un. C'était très... Rafael lui a fait un petit clin d'œil un peu dans le style de lui dire « J'en ai déjà parlé avec Federer, j'en ai déjà parlé avec Andy. Avec toi, j'en ai pas encore parlé, mais parce que il y est pas encore. Même si ça se rapproche, mais il y est pas encore Novak. Il est même encore dans les favoris potentiellement pour gagner Roland, tu vois. Donc il est pas encore là. Mais on sait que Novak là a eu une période un peu difficile, il s'est peut-être manque de motivation, on se pose la question, etc. À ce moment-là, je ne sais pas si ça va le galvaniser ou est-ce que ça va le tuer encore plus parce que on sent quand même que oui, il y a eu les Jeux Olympiques où il y avait encore Rafa, il faut quand même pas l'oublier. Et justement, c'est peut-être que ça le stimulait encore, etc. Puis gagner les Jeux Olympiques, ça stimulait. Mais l'après, est pas si facile parce que il a tout fait, il a tout accompli, etc. C'est pas facile. Et on sent qu'aussi Rafael Nadal d'ailleurs vit bien son après-carrière. Ça aurait pu être aussi une grosse difficulté. Mais il a son académie, il a plein de choses à faire et donc je pense que c'est pas si difficile pour lui. Et j'ai trouvé le moment absolument magnifique. Vraiment, ça m'a beaucoup ému. J'ai pas pleuré, mais j'étais très ému. Et alors, pour info, j'ai pas pleuré pendant le discours, par exemple. J'ai pas pleuré pendant l'arrivée du Big Four, etc. J'étais ému. Et puis, quand il est parti, à la toute fin, c'est là que ça m'a presque tiré les larmes. Mais tu sais, genre, l'émotion était encore plus forte parce que le voir partir comme ça, je trouve avec toute l'humilité, je trouve que c'était très très beau et tout à son image, quoi. Et là, franchement, j'ai fait ah ouais, là, il est parti, même si je l'avais déjà réalisé évidemment avant. Mais ce moment était absolument magnifique. Juste avant de conclure cette vidéo, je voulais, je le mettrai dans le titre de la vidéo, je voulais vous faire un petit peu revenir sur des grands matchs de la carrière de Rafael Nadal et vous dire ce que j'ai vécu lors de ces moments-là et vous parler de mes émotions, de ce que j'ai vécu, etc. Alors évidemment, on va parler du plus grand match de tous les temps, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est Wimbledon 2008 avec la victoire de Rafael Nadal contre Roger Federer dans son jardin, j'ai envie de dire. Match monumental. Alors pour info, petit fun fact, vous savez que je suis professeur, et en fait j'utilise une biographie de Rafael Nadal dans une de mes dictées. Oui, bon, c'est comme ça, parce que en fait dans ce passage-là, il y a beaucoup de mots qui sont super intéressants pour la dictée, je l'ai pas fait juste pour le plaisir. Et vu qu'il y a un thème sur l'autobiographie un peu dans l'idée, je trouvais que c'était marrant de faire une dictée là-dessus. Et donc pour mes élèves de 3e, je montre une dictée dans laquelle Rafa raconte son arrivée pour ce match. Et où il explique en fait qu'on lui annonce avant le match que potentiellement il y aura de la pluie, que potentiellement si ça dure, le match va être coupé, etc. etc. Et il explique, il dit, mais en fait ces infos-là, je les rentre pas dans ma tête, je les mets à part parce que pour moi, je me dis pas si ça se trouve ça va durer ou je ne sais quoi. Parce que si je me projette déjà sur le fait que ça va être long, peut-être même que je vais gagner ou quoi que ce soit, non, je dois être dans l'instant présent et on verra. Et je trouve que ce discours-là, enfin, de l'autobiographie que j'avais pris, est tellement Rafa, en fait. C'est tellement Rafa, toujours dans l'instant présent, et j'en reparlerai avec un autre match. Bon, ce match, il faut l'avoir vu, c'est un match titanesque dans l'histoire du sport et dans l'histoire du tennis. C'est un match, vraiment, je trouve, qui raconte l'histoire du tennis avec deux styles extrêmement différents, et avec un Rafael Nadal qui... Alors, en plus, ce qui est très drôle, c'est que ce match,
il est rentré dans les mémoires, et pour info, je vous conseille, si vous l'avez jamais vu, d'aller voir la finale de Wimbledon 2007, où c'est Rafael Nadal contre Roger Federer, qui est un match exceptionnel. Mais il rentre pas dans la légende parce que Nadal ne le gagne pas, et donc il rentre un peu moins dans la légende. Mais en vrai, il aurait déjà gagné celui de 2007, peut-être que celui de 2007 serait resté dans la légende. Parce qu'il est exceptionnel ce match, vraiment il est exceptionnel. Il manque quasiment rien à Rafa. Et justement dans sa autobiographie, il raconte que quand il est rentré dans son box, enfin quand il est rentré dans les vestiaires, quoi, après sa défaite, il était en larmes, et il y a son oncle, Tony Nadal, qui se pointe et qui lui dit pourquoi tu pleures? Et parce que son oncle est assez rude, mais avec beaucoup d'amour, mais rude. Et il arrive et lui dit pourquoi tu pleures? Il fait bah, je sais pas, je pense que j'y arriverai jamais, etc. Enfin, la catastrophe, quoi. Et là, Tony Nadal lui dit bah écoute, c'est simple, si aujourd'hui tu pleures parce que tu penses que t'as perdu et donc tu gagneras plus jamais, il dit bah c'est que celui-ci aujourd'hui, de toute façon, tu le méritais pas. Bam! Genre la violence du truc, la violence. Et que t'as intérêt, et en fait ça va permettre qu'un an d'après, il va à la finale, et que l'année d'après, il remporte le tournoi. C'est pas un truc décisif, mais c'est plutôt pour dire que il lui a dit vraiment, dans le sens, si jamais tu pensais vraiment que tu peux plus jamais le regagner, bah, c'est que tu le méritais pas aujourd'hui alors. Donc parce que sinon non, si tu le gagnais aujourd'hui, tu pourras imaginer le gagner l'année prochaine, et l'année d'après, etc., etc. Et peut-être que ça a joué dans le fait que l'année d'après, il s'est dit je peux le faire, je vais le faire, et c'est ce qui arrive. C'est un match exceptionnel, hein, le score était incroyable, hein, 6-4, 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 6-7, 9-7 finalement, et voilà, qui est vraiment un monument du tennis, et qui est exceptionnel. Le deuxième match qui est cité, donc là je appuie sur un article du journal L'Équipe, hein, je suis parti de ça. Il parle évidemment de la fameuse phrase, je crois que c'est John McEnroe, et moi je l'ai regardé en VO d'ailleurs en plus, enfin VO ça veut rien dire dans le contexte, mais avec les commentaires anglais, j'avais trouvé un lien pour le regarder. Je me souviens, on était le matin, parce qu'avec le décalage horaire, on était le matin du côté de l'Australie. Pour la finale de l'Open d'Australie 2022, Rafael Nadal affronte Daniil Medvedev, qu'il avait déjà battu à la finale de l'US Open, qui est un match aussi particulièrement intéressant, particulièrement spectaculaire. Et là, Rafa revient de blessure. Je me souviens, si vous voulez aller voir, vous pouvez vous marrer parce qu'il y a des vidéos qui existent. Vous pouvez aller voir les vidéos c'est pas Service Volé qui avait fait une vidéo là-dessus, même s'il a fait une vidéo sur ce match que je vous conseille également, mais il y avait une vidéo de Benoît Mélin et il n'y a pas de Sans Filet, merci, excusez-moi, d'un coup, le cerveau, dans l'émission Sans Filet, qui est sur Winamax, et vous pouvez retrouver une vidéo dans laquelle, alors il faudrait la chercher, peut-être que je la mettrai dans la description, ou je ne sais quoi, où justement ils font un peu leurs prédictions pour l'Open d'Australie, quoi. Et puis, bah, il y a Rafa qui revient, ils font, non mais Rafa, c'est fini, terminé, tu reviens pas, quoi. C'est pas possible. Donc on part de ce postulat, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et finalement, il arrive en finale. Et c'est pas un parcours facile, mais il arrive en finale. Et là, il affronte Daniil Medvedev. Et j'étais là, moi, le matin. Je peux vous dire que j'ai vécu un moment de dépression absolument exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on commence 6-2, premier set, pour Daniil. Fait mal, hein? T'es là le matin, là, tu fais waouh, c'est dur. On enchaîne 7-6 Daniil Medvedev. Et pour info, je l'ai toujours dit à ceux qui me demandent sur ce match, je pense que Rafa aurait déjà dû gagner ce deuxième set. Mais il le gagne pas. Et là, moi je me souviens, mais j'étais tellement désolé, quoi. Je disais, mais c'est pas possible. Rafa ne gagne pas ce deuxième set. Bah c'est foutu, quoi. C'est fini. Et puis bah, il y a un moment, Daniil Medvedev, il est même sur le point de prendre le troisième, de se lancer, quoi. Et puis il y a ce fameux score là, à 40-0, etc. Enfin, t'es là, tu te dis, mais c'est pas possible, il va même le breaker. Enfin, c'est foutu, quoi. Et puis là, Rafa revient. Il se fait pas breaker finalement. Il revient, c'est lui qui break et il prend le troisième. Puis il prend le quatrième set, puis on arrive dans ce cinquième set. Et ce cinquième set, c'est un moment d'anthologie. Si vous ne devez n'en regarder qu'un, regardez le cinquième. Parce que le cinquième, c'est tout Rafa. Rafa, là, il est en train de revenir. Daniil Medvedev, il comprend même plus ce qui lui arrive. Et puis finalement, Rafa break. Et tu te dis, ça suffit. Et Daniil débreak. Alors que Rafa pouvait s'imposer. Et Daniil débreak. Il débreak, je crois, à la toute fin. Je crois qu'ils sont à 5-4, je crois. Et donc, quand il y a ce débreak, tu te dis, oh putain, c'est que Rafa, il lui manque peut-être le tout petit supplément qui lui permettra de gagner et ça va tomber, quoi. Et finalement, Rafa rebreak derrière
et finalement à 7-5, dernier set, l'emporte. Et ce moment-là, cet enchaînement d'émotions-là, m'avait mis dans un état, mais je pense que j'aurais vendu mon âme pour un truc pareil. C'était absolument exceptionnel. Et vraiment, j'ai failli pleurer. Enfin, j'étais là, j'étais ému, mais je m'en souviens, c'était absolument exceptionnel. Ensuite, dans les matchs qui sont restés pour moi, il y a eu aussi la demi-finale de 2013 entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui se termine donc avec une victoire de Rafael Nadal évidemment, qui est certainement le meilleur match de Rafa à Roland, d'une certaine manière, parce qu'il faut le savoir, il a tellement démonté des gens pendant tellement longtemps, qu'en fait c'est très compliqué de trouver des grands matchs de Rafael Nadal à Roland Garros. Alors pour moi, il y a le match du confinement, qui est une masterclass, j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, là, moi je veux bien qu'on en discute, hein, mais ce match-là, avec le moment où on te dit dérogation et tout, ce match, c'est pas forcément peut-être parce qu'il se passe sur le terrain, même s'il y a un set monumental, mais globalement sur l'ensemble, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment magique, quoi. C'est un moment magique. Bref, on se retrouve avec ces deux hommes, Rafael Nadal, Novak Djokovic, donc à Roland Garros 2013, et ça se termine avec un 5-7, ce qui est très rare, ça ne se produit quasiment pas avec Rafa. Donc 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 pardon, et 9-7. Match que j'avais trouvé absolument phénoménal. Alors en termes de niveau de jeu, ils n'ont pas réussi forcément toujours à jouer au même niveau en même temps, et donc forcément ça gêne un peu. Mais ceci étant, quel match exceptionnel, quel match de fou furieux. Il doit être disponible je crois sur YouTube, donc vous pouvez aller le voir. C'est vraiment... Et le dernier set, c'est le moment où ils arrivent à tous les deux à peu près jouer en même temps, au niveau auquel on peut les attendre, même les deux derniers sets j'ai envie de dire. Et on est subjugué, et je me souviens m'être dit, mais est-ce que Novak va pas le faire? À ce moment-là, ça paraissait improbable. Parce que même si Rafa avait perdu une première fois contre Soderling, ok, machin, et depuis, voilà, tu te disais, ça ne va pas arriver, ça n'est pas possible. Et là, Novak, qui a toujours été bon sur terre battue, s'approche vraiment de se dire, on peut potentiellement le faire. Et il le fait finalement pas. Et ça, ce moment, je pense que pour Novak d'ailleurs, ça avait été extrêmement difficile parce que il n'arrive pas à le faire. Puis finalement, plus tard, il va se retrouver en finale. Quand Rafa est obligé de déclarer forfait, il se retrouve en finale. Bon, il se retrouve contre Stan. Tu te dis putain, c'est Stan, avec tout le respect qu'on a pour Stan. Mais il va le dérouiller, il va le démonter. Et finalement, Stan l'emporte. Et là, tu te dis, mais tu sors de là, tu te dis, c'est là qu'on voit que c'est des grands champions d'ailleurs comme Novak, hein, c'est que tu sors de là, tu te dis, je vais me remettre, enfin, j'y arriverai jamais, comme c'est dit Rafa à la finale de Wimbledon 2007, mais j'y arriverai jamais. Et puis finalement, il finit par y arriver, Novak, évidemment. Mais Rafa, c'est tellement une dictature ce qu'il a fait à Roland Garros, en termes juste, il a mis tout le monde d'accord, que ce match, c'est le meilleur match qu'il nous a offert, mais c'est le meilleur parce que il est hyper rare. On aura du mal à citer d'autres matchs de l'Espagnol parce que il a tellement dominé que je trouvais des matchs dans lesquels, justement, on a pu avoir ce moment épique, exceptionnel, etc., qui mène un 5-7, qui mène à un 5e set. Il y en a eu des 5-7, évidemment. Mais celui-là, tout particulièrement, on a senti que c'était possible. Et finalement, ça n'était pas possible. Un match exceptionnel, un match fabuleux. Il y avait également, dans les matchs légendaires, l'Open d'Australie 2012. Novak Djokovic bat Rafael Nadal. Alors c'est sûr que si Rafa avait battu Novak, je pense que ce match aurait une autre saveur, d'une certaine manière, pour moi. Mais ceci étant, en fait, quand on en arrive à ce stade, même si on est fan de Rafa, il y a des gens qui sont fans de tennis, au sens large, comme moi, mais qui a aussi, on peut avoir des préférences pour un joueur. Et moi, je suis fan de tennis, mais je suis fan spécifiquement de Rafael Nadal. Mais par exemple, maintenant, il n'est plus là, et je peux prendre du plaisir à regarder Carlos Alcaraz, Yannick Sinner et toute la clique. Et là, ce match, en fait, ça dépasse l'entendement pour info. Mais c'est un peu comme le match du confinement que Novak gagne, pardon, et que Rafa perd. En fait, il y a un moment où le plaisir prend tellement le pas que même si ça se termine pas comme t'aimerais, parce que c'est pas le sportif qui gagne que t'aimerais, etc., etc., il y a un moment où tu prends un tel kiff. Là, par exemple, récemment, je sais qu'il y a eu un match de Ligue des Champions entre l'Inter et le Barça et tout, et ce match, il se termine au tir au but, pas au tir au but, je sais plus, enfin, j'ai pas regardé, mais il se termine, il y a les prolongations, etc., etc. Et pour les gens qui étaient fans, peut-être fans du Barça ou fans de l'Inter, vous avez dû vivre un moment exceptionnel. Mais même, je pense que ceux qui sont fans de foot au sens large, ils ont vécu un moment où tu es là, tu fais waouh, ça c'est du foot, c'est exceptionnel. Et ben là, c'est un peu ce moment-là. Par contre, c'est un moment, alors pour info, hein, le score 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5,
c'est un truc de bourrin, quoi. C'est un truc complètement dingue. Et c'est le match avec le meilleur niveau de jeu de tous les temps. Après Wimbledon 2008, pour moi, c'est top 2. C'est top 2. Top 2 des plus grands matchs. Vous remarquerez que dans les 2 plus grands matchs de l'histoire de tous les temps, selon moi, il y a Rafa dans les 2 cas. Une fois contre Federer, une fois contre Nadal. Une fois contre Djokovic, pardon. Voilà. Top 1 Wimbledon 2008, deuxième Open d'Australie 2012. Pour terminer. C'est vraiment exceptionnel. Preuve d'ailleurs que Rafa était vraiment pour moi le cœur du Big Three, parce que je trouve que, ça je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais c'était le plus grand rival de Djokovic, c'était le plus grand rival de Federer. Federer et Djokovic ont évidemment une relation, mais c'est peut-être moins ce côté-là, quand même. Et donc, il est vraiment l'épicentre du Big Three. Il est vraiment son essence, son carburant, j'ai envie de te dire. Et ce match, et à la fois, il a montré aussi ce que peuvent donner des gens qui ne sont même pas humains, parce que c'est un match où ils sont pas humains. D'ailleurs, quand le match se termine, ils n'arrivent même pas à rester debout. Cette image assez légendaire où ils sont à 2 doigts de s'évanouir, en tout cas d'avoir leurs jambes qui lâchent, quoi. Et on leur apporte des chaises, parce on voit qu'ils sont en train de s'accroupir sur le filet, quoi. Ils étaient allés au-delà, probablement, des limites humaines, ce jour-là. Et donc ce match est exceptionnel, évidemment, et il faut l'avoir vu. Et enfin, il y avait, dans les matchs qui ont été proposés, le Rafael Nadal contre Roger Federer du côté de l'Open d'Australie 2017. 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 avec la victoire de Federer, qui est un match qui, pareil, a marqué particulièrement les gens. Alors, parce que, en fait, c'est un peu un miroir de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'Open d'Australie de Daniil Medvedev avec Rafa. Roger Federer revient. Et en fait, il revient dans une période dans laquelle, il faut le dire, il a eu une période de vache maigre, question tournoi du Grand Chelem. C'était un peu moins le cas, il a gagné beaucoup au départ. Et puis après, il en gagnait un peu moins. Il en gagnait toujours, mais un petit peu moins. Déjà parce que Novak commençait à en gagner pas mal du côté de l'Open d'Australie. Il a commencé à en gagner pas mal du côté de Wimbledon, là où Federer est le meilleur. Et donc, à Roland, évidemment, intouchable, Rafa. Donc il restait un peu de l'US Open, mais l'US Open, c'est un tournoi du Grand Chelem qui a toujours fonctionné bizarrement. Il y a toujours des gagnants un peu improbables, etc. C'était pas si facile. Et donc finalement, il lui restait quand même Wimbledon, évidemment, mais il n'était pas dictateur comme l'était Nadal, évidemment, à Roland. Et Djokovic est en train de devenir dictateur à l'Open d'Australie. Donc tu te retrouves un peu dans un problème, c'est que les autres gagnent particulièrement et toi t'en gagnes un, les autres en gagnent 2 ou 3 par moyenne par an. Et donc forcément, il te rattrape. C'est ce qui va lui arriver, il va se faire même dépasser. Mais justement là on arrive à ce moment de cet Open d'Australie où en fait c'est les 2 meilleurs ennemis amis qui se retrouvent, d'ailleurs amis parce qu'ils sont amis, qui se retrouvent et qui vivent un moment exceptionnel. Et je pense que dans leur carrière à tous les deux, je pense que c'est un match qui doit compter énormément parce que c'est un des fédales les plus beaux en fait. Parce que je pense que Nadal, c'est l'homme qui comprend le plus les blessures. Quand on compare avec des Novak Djokovic et des Roger Federer, ils ont été épargnés énormément par les blessures, énormément. Ce qui n'a pas été le cas de Rafa qui en a enchaîné au poignet, genou, le pied, évidemment le pied, beaucoup le pied, etc., etc. Et donc, il est toujours revenu presque de là où personne ne revient, quoi. Et là, Federer revient, c'est compliqué, on sait qu'il a eu des problèmes, pareil, il commence à avoir des problèmes de santé. Derrière, après, le dos va finir par le lâcher, il ne reviendra plus jamais. Mais parce que cette année-là, c'est une année où il renaît de ses cendres, il va même aller se taper Djokovic plus tard à Wimbledon, ou dans lequel il va perdre dans ce match légendaire, mais qui est un autre match légendaire, pour moi que c'est le top 3. Pour moi c'est le top 3, voilà, c'est vraiment ces 3 matchs-là avec Federer et Djokovic, et ça se termine voilà, avec cette victoire de Federer, et même si je suis un pro Nadal, et moi j'espérais que Nadal allait s'imposer, voir gagner Federer était également très plaisant et très satisfaisant parce que c'était très beau, quoi. Et c'est là que je le dis, et c'est ce que je voudrais dire comme conclusion, et c'est pour ça que je voulais revenir sur ces matchs qui ont été proposés par l'équipe, c'est que Rafael Nadal derrière lui, il laissera, c'est ce qu'on laisse quand on parle de sport, on laisse un palmarès derrière soi et on laisse des émotions. Et ça, ce qui est hyper dur, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs qui parfois laissent un palmarès mais pas d'émotion derrière eux, parce que ils n'ont pas créé un attachement super fort avec le public. C'est pour ça que Novak, je pense que j'espère pour lui, parce que je trouve qu'il a créé un lien avec le public, mais il est complexe. Et souvent, il les détestait, c'était compliqué. Mais après, avec le recul, évidemment, avec la légende qu'il est et qu'il va devenir, plus le temps va avancer, ça va évoluer, évidemment. Et je pense qu'aussi, c'est un homme qui, je pense, le fait qu'il chute, là, par exemple, il a perdu sa finale de Wimbledon, par exemple, eh bien, je pense que c'est important.
Je pense que c'est important. C'est important de voir un homme chuter. Et je dis pas qu'il faut qu'il chute tout le temps, mais juste, je pense que pour qu'un athlète, on ait vraiment cette émotion envers lui, je pense qu'il a besoin de chuter. Comme un Usain Bolt qui fait son fameux faux départ, ou alors qui se claque, etc. On a besoin de le voir chuter pour créer vraiment de l'émotion pour ces gens. Et donc je souhaite à Novak, entre guillemets, que dans sa fin de carrière, parce que je pense que tout le reste, le palmarès, les tirs, etc., il a accompli ce qui était nécessaire pour entrer dans la légende. J'espère qu'il va réussir à tisser vraiment quelque chose avec les gens, qui n'a pas l'air forcé, qui a plutôt l'air que les gens se disent c'était quand même quelque chose. Et je pense quand il va s'en aller, on le dit déjà, hein, mais on va encore plus le dire, là les 3 qu'on avait, c'était quelque chose. Et donc je termine avec Rafa, je termine évidemment avec Rafa. L'hommage, et donc là les matchs qui ont été proposés, mais là ils étaient concentrés sur Roland Garros, qui était peut-être d'ailleurs un peu dommage, parce qu'on aurait pu imaginer avoir peut-être une vision plus globale de sa carrière, mais ils ont voulu vraiment rendre un hommage à Roland sur Roland, donc on peut comprendre. Mais je pense que la trace que va laisser cet homme, c'est aussi les émotions que je viens de vous citer dans des matchs que moi j'ai vus, mais il y en a plein d'autres. Et moi, je sais le plaisir que j'ai pris à regarder Rafael Nadal, et je souhaite évidemment que dans les années qui viennent, des sportifs arrivent et nous procurent les mêmes émotions avec ce sport, parce que c'est un sport qui, clairement il faut le dire, il prend beaucoup de temps, c'est un sport très long, et c'est un sport donc, qui est plus trop dans son époque. Quand même le rappeler, parce que on est plutôt dans une époque aujourd'hui où on essaie de raccourcir les sports au maximum, on essaye d'enlever les prolongations dans les matchs de foot, on essaie vraiment de presque d'amener un sport un peu à l'américaine où on raccourcit pour avoir un truc hyper dynamique, hyper plaisant quoi. Et le tennis, c'est pas trop le cas. Le tennis, c'est 2h30, 3h, 3h30, 4h, 4h30, 5h de combat parfois. Mais c'est justement là où des fois ça devient absolument exceptionnel. Alors je suis pas forcément le mec qui va absolument défendre les 40-38, voilà, non, ça me semble pas non plus délirant d'arrêter, de prendre la décision d'arrêter à un moment, au 5e set par exemple. Ça me semble pas délirant, voilà, c'est bien aussi, c'est bien, faut penser à la santé des joueurs aussi, faut y penser aussi. Pas uniquement que juste à notre plaisir, mais à la santé des joueurs sur le global. Que le fait qu'il y ait une fin, je trouve que c'est quand même bien de se dire qu'il y a une fin, qu'il y a quelque chose qu'on peut potentiellement finir. Je trouve que si on trouvait peut-être une bonne mesure avec les 5-7 et une fin. Mais c'est vrai que le sens de l'histoire, peut-être ça sera encore une réduction et ça serait dommage. Parce que quand même, les 5 heures de combat, enfin c'est magnifique quoi. Bref. Rafa, merci pour tout. Et évidemment, je pense pas retrouver un autre sportif que j'admirais autant que Rafael Nadal. Mais ce qu'il laisse comme souvenir, comme impact, comme trace dans mon souvenir, dans mes mémoires, ça c'est inégalable et je le remercie parce que moi je fonctionne beaucoup à l'émotion et il y a des séries télé par exemple qui sont restées mais incrustées dans mon corps tellement elles m'ont marqué. Et cet homme, par sa carrière, par sa légende, m'aura particulièrement marqué. Évidemment, dans les commentaires, je vous attends. Dites-moi votre top des matchs de Rafa, dites-moi vos expériences, dites-moi si vous y étiez. Alors là, si vous y étiez aujourd'hui, alors là, vraiment, je vous envie énormément. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Pour moi, c'est le plus grand sportif de tous les temps, mais c'est juste moi, parce que c'est ma vision de ce qu'est un sportif de tous les temps. Et même s'il n'est pas le numéro 1 dans tous les palmarès, etc., c'est pas le cas, même dans les footballeurs. Les footballeurs, on dit bien que Maradona est un des plus grands, et pour autant, il n'a pas gagné toutes les Ligues des Champions de Messi, de Ronaldo et toute la clique, etc. Mais il a accompli des choses, il est rentré dans le cœur des gens, et Rafa est rentré dans le cœur des gens. Et c'est pour ça que moi, ça n'a pas... Qu'il en gagnait, s'il gagnait un tournoi du Grand Chelem de plus, de moins que Navak ou je sais pas quoi, ça change rien en fait. Il est rentré dans la case du panthéon de mes sportifs de tous les temps. Il est le numéro 1 et franchement, il va beaucoup nous manquer. Mais il était temps que ça s'arrête. De toute façon, il faut que ça s'arrête pour tout le monde. Et j'ai trouvé que ça a été très beau, très réussi. Et donc, je garde ces souvenirs. Et ces souvenirs-là, ils resteront à vie. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends en commentaire, évidemment, pour commenter cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!